Allez, on va décortiquer tout ça. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse en profondeur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la mission de cette plongée au cœur de nos sources, c'est vraiment de faire tomber les murs de la classe. On veut comprendre comment les établissements scolaires trouvent en fait les moyens réels de fonctionner, de se structurer et de se développer. Oui, parce que c'est un aspect qui reste souvent très opaque de l'extérieur. C'est ça. Pour quiconque s'intéresse à la gestion de projet, à la gestion publique ou à l'éducation, c'est un raccourci parfait pour comprendre les rouages du système. Et le document sur lequel on se base aujourd'hui, c'est un cours académique de niveau master. Absolument, c'est le master MEF, donc Management des établissements d'enseignement et de formation. Plus spécifiquement, le module 3 qui s'intitule Partenariat en éducation et formation, et je trouve que le profil de l'auteur est super intéressant. Bah oui, c'est Mamadou Anchet. Il est doctorant en sciences de l'éducation à l'École normale supérieure du Niamey, mais il est aussi inspecteur principal de l'enseignement. Donc on a vraiment cette alliance entre la théorie de la recherche et la pratique sur le terrain au Niger. Et le document porte des logos institutionnels assez lourds, hein, les NS, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université Senghor. Oui, l'Université Senghor, qui est une institution majeure pour le développement en Afrique, ça pose tout de suite le cadre. On n'est pas dans un petit manuel théorique isolé. Non, c'est du concret. Dès le début, le cours montre que le rôle de la direction d'école a complètement muté. On est très très loin du directeur qui se contente de faire les emplois du temps. C'est fini ça. Aujourd'hui, la direction d'un établissement, c'est de la gouvernance partagée. Le nerf de la guerre, c'est la mobilisation des ressources. Et pour ça, le cours propose vraiment un arsenal de 3 outils stratégiques. On a la requête de financement, le contrat de partenariat et le plaidoyer. Et c'est un changement de paradigme total. Une école qui reste isolée aujourd'hui, c'est une école vulnérable. La capacité à créer un réseau avec des ONG, le secteur privé ou des institutions, c'est devenu le cœur du métier. Du coup, entrons dans le vif du sujet avec le premier outil, la requête de financement. Bon, si on fait une analogie avec le monde des startups, c'est un peu comme une levée de fonds, non ? C'est exactement la même logique. C'est une demande formelle adressée à une institution pour obtenir un appui. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça sert à financer des choses très concrètes. Le cours liste des exemples précis. Construire ou réhabiliter des infrastructures, acheter du matériel pédagogique ou même financer la formation des enseignants. Mais le plus important à comprendre, c'est que rédiger cette requête, ça va bien au-delà de simplement demander de l'argent. Comment ça ? En fait, la rédaction elle-même structure le projet. Ça oblige l'école à quitter une posture passive de demandeur pour devenir un véritable concepteur de projet. Une requête bien montée, ça prouve que le projet est faisable techniquement et financièrement. Et j'imagine que ça crée de la confiance. Exactement. Ça instaure une transparence immédiate parce que chaque dépense doit être justifiée. D'ailleurs, le document ne laisse pas de place au hasard. Il y a une feuille de route très stricte, 7 étapes clés, si je me souviens bien. Oui, 7 piliers. D'abord, identifier le besoin. Et attention, on parle d'une nécessité prouvée, pas juste d'une envie. Ensuite, analyser le contexte. C'est critique ça. Pourquoi c'est si critique ? Parce qu'un bailleur ne finance pas les ordinateurs dans le vide. Il finance une solution adaptée à un historique, une géographie, une réalité locale. C'est vrai. Et les étapes suivantes, c'est définir les objectifs, décrire les activités, estimer le budget de façon millimétrée, trouver le bon partenaire et enfin présenter les résultats attendus. Si on rate une étape, Tout le dossier s'effondre. C'est aussi simple que ça. mais ce qui m'a fait sourire en lisant le document, c'est le contraste. On a cette ingénierie de projets très complexes, et pourtant le modèle de lettres fourni en annexe est d'un classicisme absolu. Ça commence par objet, demande d'appui financier pour la réalisation d'un projet éducatif. Et ça finit avec les salutations distinguées habituelles. C'est vrai que ça paraît rigide, mais ce formalisme n'est pas là par hasard. C'est le langage de l'administration. En respectant ces codes, l'école envoie un signal très clair. Un signal de sérieux. Un signal de fiabilité, oui. Ça montre aux partenaires que l'établissement maîtrise les règles de la gouvernance publique. C'est vraiment le premier filtre de confiance. Bon, imaginons que ce filtre soit passé. Le budget est parfait, le contexte est bien analysé, et le partenaire dit oui. C'est là qu'on passe au deuxième outil, le contrat de partenariat. Et c'est souvent à cette étape que les projets échouent dans la réalité, si on n'y prend pas garde. Une simple poignée de main, ça ne suffit pas, hein. Ah non, pas du tout. Un accord de principe, ça ne résiste pas aux réalités du terrain. Le contrat, c'est le document juridique qui fixe les règles du jeu. Il faut clarifier les objectifs, délimiter les responsabilités de manière étanche,
fixer la durée et surtout les mécanismes d'évaluation. Le cours donne un exemple croustillant là-dessus. Une école s'associe à une ONG pour équiper une salle informatique. Dans l'article 1, il fixe l'objectif global. Mais dans l'article 2, c'est la répartition chirurgicale des tâches. Oui, l'ONG paye les ordinateurs, mais l'école doit fournir la salle. Et surtout, l'école doit gérer la sécurité et la maintenance. Et l'article 3 limite ça à 3 ans. C'est brillant parce que ça évite les mauvaises surprises. C'est ce qui empêche ce qu'on appelle l'effet Fombrand dans le développement, vous savez, ces beaux projets qui tombent en ruine après un an. Ah oui, de l'ordinateur en panne ou le toit qui fuit. Exactement. Si le contrat ne dit pas clairement que l'école est responsable de la maintenance, le matériel finit par prendre la poussière et le partenariat devient un conflit. En l'écrivant, on transforme un don passif en une collaboration durable. Et c'est là que ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant. Parce qu'avec la requête et le contrat, on gère l'échelle de l'école. Mais le cours nous emmène plus loin avec le troisième outil, le plaidoyer en éducation. Là, on change complètement de dimension. Si on relie ça à une vision plus globale, oui, le plaidoyer, c'est l'outil du changement systémique. On ne demande plus de l'argent pour colmater une fuite, on veut changer le système. C'est ça. Le directeur qui fait une requête reste dans le réactif. Le plaidoyer, c'est stratégique. C'est influencer les décideurs pour s'attaquer aux causes profondes du problème. Donc obtenir des ressources massives ou améliorer les politiques éducatives. Absolument. Modifier des lois, sécuriser les budgets pérennes au niveau municipal ou national. Mais la méthode doit être différente, non? On ne convainc pas un ministre avec un simple devis pour des ordinateurs. La méthodologie reste très rigoureuse. C'est encore 7 étapes. Mais la grande différence, c'est l'analyse de l'écosystème politique. Il faut faire une vraie cartographie du pouvoir. Le cours parle d'identifier les cibles et les alliés, c'est bien ça? Oui, les cibles, ce sont les décideurs, un maire, un ministre, un directeur de cabinet. Les alliés, ce sont les syndicats, les parents d'élèves, les médias. Confondre une cible et un allié, c'est la pire erreur stratégique. Et une fois qu'on a fait cette cartographie, comment on leur parle? Parce que le message ne peut pas être le même pour tout le monde. C'est là qu'intervient la construction de l'argumentaire. Face à un décideur économique, on va utiliser des chiffres, le retour sur investissement social, l'employabilité. Et face à un élu local? On parlera plutôt de cohésion sociale ou des attentes des électeurs, en l'occurrence les parents d'élèves. Ensuite, on passe à l'action, avec des réunions, des campagnes, et on finit toujours par évaluer l'impact. Ce que j'adore dans ce module du Master MEF, c'est que la théorie ne reste pas sur le papier. Il y a une véritable mise en pratique. Les étudiants ont une étude de cas complète à réaliser. L'exercice de la salle informatique sans aucun budget initial. Voilà, le directeur veut développer les compétences numériques de ses élèves, mais les cases sont vides. Les étudiants doivent trouver les partenaires, rédiger la requête de A à Z, négocier le contrat et même monter une campagne de plaidoyer pour la mairie. C'est l'illustration parfaite de l'apprentissage par résolution de problèmes. On n'accumule pas juste du savoir, on forge des compétences opérationnelles. Le cours propose même des simulations de réunion, des jeux de rôle. Certains jouent l'ONG intransigeante, d'autres le directeur qui défend son bout de gras. C'est un environnement où l'erreur est permise, mais qui respecte les exigences de la réalité publique. Et pourtant, même si c'est très axé sur l'action, le socle théorique derrière ce cours est massif. La bibliographie est hyper solide. Oui, il faut vraiment s'y arrêter. L'auteur cite par exemple Joyce Epstein. C'est une référence absolue sur les partenariats entre l'école, la famille et la communauté. Avec son modèle des 6 types d'implication, c'est ça, hein? Exactement. Elle démontre, avec des données mesurables, que l'implication communautaire n'est pas juste un bonus agréable. C'est une variable qui détermine la réussite scolaire. Quand l'école s'ouvre sur son écosystème, les trajectoires des élèves s'améliorent concrètement. Le document s'appuie aussi sur Michael Foulan. C'est un grand nom pour tout ce qui touche à la conduite du changement. Le choix de Foulan est très pertinent ici. Ses travaux portent sur le leadership transformationnel. Il explique qu'un directeur d'école ne peut plus être un simple administrateur qui applique des notes de service. Il doit être un agent de changement. Avec les ressources externes. Le cours cite également les rapports de l'OCDE et de l'UNESCO qui montrent que ces partenariats publics-privés sont devenus la norme internationale face aux limites des budgets étatiques. Donc, maîtriser la petite requête budgétaire, c'est en fait appliquer des décennies de recherche en sociologie des organisations. Le cours de Niamey réussit à traduire ces grands concepts mondiaux en actions ultra-locales. Ça prouve que la technique, le formulaire administratif, ça n'a de sens que si on comprend la dynamique institutionnelle globale.
C'est cette combinaison qui crée un dirigeant d'établissement complet. Ce qui est fascinant pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient dans l'éducation ou non, c'est que ces compétences sont universelles. Structurer un besoin, répartir les responsabilités, influencer les décisions, c'est utile partout. C'est vrai, c'est transférable à n'importe quel projet associatif ou d'entreprise. Donc, pour synthétiser, on a vraiment découvert la trinité de la gestion scolaire moderne aujourd'hui. 1. La requête pour attirer les fonds et structurer l'idée. 2. Le contrat pour sécuriser la gouvernance partagée. Et 3. Le plaidoyer pour transformer l'environnement politique. Et cela soulève une question importante en guise de conclusion. La maîtrise de ces outils, ce n'est pas une option pour faire briller un CV. C'est la condition sine qua non pour passer d'une école qui survit tout juste à une école qui se développe réellement. Sans ressources sécurisées, pas d'innovation pédagogique. C'est le socle matériel de la liberté d'enseigner avec qualité. C'est une réflexion super puissante. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice peut-être. Si la survie d'une école exige que son directeur soit un as de la levée de fonds, un juriste des contrats et un lobbyiste politique redoutable, est-ce que son rôle n'a pas secrètement changé de nature? C'est une excellente question. Autrefois, on voulait que le directeur soit le meilleur des pédagogues. Aujourd'hui, on lui demande d'être un véritable entrepreneur social, un architecte du développement local. Ça donne vraiment à réfléchir sur la façon dont on va devoir recruter et former les éducateurs de demain. Les compétences requises ne sont plus du tout les mêmes. C'est un défi immense pour les politiques publiques à venir. Sur ces mots, un grand merci pour l'écoute attentive de cette analyse. Décortiquer les rouages de ces institutions essentielles reste toujours aussi passionnant. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de sources qui éclairent la complexité de notre monde.